Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série de vidéos dédiée à la neurochimie des drogues récréatives. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'introduction de cette série, je vous invite à la regarder avant les autres épisodes. Cannabis, en botanique, fait référence à un genre de plante vivace, dont l'espèce la plus connue est Cannabis sativa, qu'on appelle aussi chanvre en agriculture. Les différentes variétés de cannabis sont cultivées depuis des milliers d'années, principalement pour des utilisations textiles. Dans l'histoire, il y a plusieurs mentions de consommation de cannabis à des fins récréatives. Par exemple, l'historien Hérodote nous dit que les guerriers nomades, scythes, pratiquaient des séances de fumigation collective. Le pape Innocent VIII déclare que la plante est un sacrement du sabbat de Satan. Quoi qu'il en soit, les cas de consommation de cannabis restent de l'ordre de l'anecdotique, jusqu'au début du XXe siècle, où le cannabis prend son essor comme drogue récréative. Les cannabis produisent une famille de molécules qu'on appelle cannabinoïdes, dont les deux plus importants sont le delta-9 tétrahydrocannabinol, abrégé en THC, et le cannabidiol, abrégé CBD. Le THC est produit par la plante comme neurotoxine contre les insectes et comme protection contre les rayons UV. Une plante produit principalement du THCA. Sous l'effet de la chaleur, le THCA perd son groupe carboxyle pour devenir du THC. Ce processus se produit quand la plante est fumée, ou naturellement quand celle-ci arrive à maturité, autrement dit quand elle sèche. Le THC peut être inhalé ou ingéré. S'il est inhalé, 20 à 50% du THC est absorbé directement dans le sang. S'il est ingéré, comme par exemple dans un space cake, seule une fraction du THC est absorbée dans le sang. La majorité est transformée par les enzymes du foie en 11-hydroxy-THC, une molécule qui est à 4-5 fois plus puissante que le THC. Quand le THC est ingéré, les effets peuvent mettre jusqu'à 1 heure avant d'apparaître. Le THC provoque pour effet l'euphorie, la relaxation, la désinhibition, l'augmentation de la libido, de l'appétit, de l'hilarité, un ralentissement de la perception du temps et des somnolences. Le THC se lie avec les récepteurs transmembranaires CB1 et CB2. CB pour cannabinoïde. Par contre, il ne faut pas être induit en erreur par le nom. Si ces récepteurs portent ce nom, c'est parce qu'ils ont été découverts par des chercheurs, dans les années 1980, qui étudiaient les effets des cannabinoïdes, et non parce que ces récepteurs sont spécifiquement faits pour se lier à des cannabinoïdes, tels que le THC. Ce que font les cannabinoïdes, c'est d'agir comme des neurotransmetteurs, en se liant aux récepteurs CB1 et CB2. CB1 est principalement présent dans le système nerveux central, et se lie très bien avec le THC. CB2 est majoritairement présent dans les globules blancs, et se lie moins bien avec le THC. Donc, les effets psychotropes du THC viennent principalement de l'interaction avec CB1. Un des effets de l'activation de CB1 est l'inhibition de l'enzyme adénylate cyclase, ce qui réduit la production d'AMPC. L'AMPC est chargée d'activer la protéine kinase A, qui elle-même est chargée de réduire l'activité des canaux à potassium Ka. Comme on l'a vu dans le premier épisode, les concentrations ioniques à l'intérieur et à l'extérieur des neurones sont régulées par des canaux traversant la membrane de la cellule. Et quand les concentrations changent, alors les signaux électriques des neurones sont altérés. De manière plus directe, l'activation de CB1 provoque l'ouverture des canaux à potassium KIR et la fermeture des canaux à calcium CAV2. La diminution de la concentration de calcium dans les neurones inhibe la libération des neurotransmetteurs. Moins de neurotransmetteurs sécrétés implique moins de potentiel d'action dans les neurones, donc une réduction de l'activité cérébrale. Un des neurotransmetteurs qui est inhibé est GABA, dont on a eu l'occasion de parler dans la vidéo sur l'alcool. Une des activités de GABA est de réguler l'ouverture des canaux au chlore. Sans GABA, les canaux au chlore restent fermés, et les ions de chlore restent à l'extérieur du neurone. Une des activités des ions de chlore est d'inhiber la sécrétion de dopamine. En l'absence d'une quantité suffisante de chlore dans le neurone, un niveau anormal de dopamine est sécrété, causant un sentiment de bien-être. GABA est aussi un neurotransmetteur chargé de réduire l'anxiété, donc son inhibition peut également être à l'origine des crises d'anxiété que subissent certains consommateurs de cannabis. Deux autres neurotransmetteurs inhibés sont l'acétylcholine et le glutamate, deux neurotransmetteurs qui sont liés à la mémoire et à l'apprentissage. Donc, vous l'aurez compris, les problèmes de mémoire et d'apprentissage que rencontrent certains utilisateurs du cannabis viennent de cet élément-là. L'adrénaline est aussi inhibée. C'est une molécule qui sert à la fois d'hormone et de neurotransmetteur et qui est sécrétée afin de préparer le corps à l'effort physique. Le THC se fixe plusieurs heures sur les récepteurs CB1, alors que le neurotransmetteur habituel de CB1, comme l'anandamide, y reste que très brièvement. Le cannabidiol, donc le CBD, lui a peu d'affinité avec les récepteurs CB1 et CB2. Il va agir sur les récepteurs vanilloïdes. Les récepteurs vanilloïdes régulent certains canaux ioniques, qui sont chargés de provoquer des signaux électriques, qui sont des signaux de douleur, ce qui confère au CBD un effet analgésique.
c'est-à-dire antidouleur. Le CBD active aussi les récepteurs à adénosine, ce qui provoque des effets anti-anxiété et anti-inflammatoires. De plus, les récepteurs à adénosine sont impliqués dans la sécrétion de la dopamine. Et pour finir, le CBD active les récepteurs à sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur impliqué dans la sensation de bonheur, dont on aura l'occasion de parler plus en détail dans la vidéo sur l'ecstasy. Quoi qu'il en soit, l'activation des récepteurs à sérotonine par le CBD provoque un effet similaire à celui de la sérotonine. Globalement, les cannabinoïdes affectent l'équilibre électrochimique du cerveau, ce qui a toutes sortes de conséquences diverses et variées, dont il est souvent difficile d'identifier la cause. Il était observé par exemple que le THC pouvait augmenter l'agressivité dans certains cas, mais pouvait également le diminuer dans d'autres. De plus, quand on consomme du cannabis, on ne consomme pas qu'un seul cannabinoïde, on en consomme plusieurs, dont les effets peuvent être contradictoires entre eux. Globalement, le THC réduit le potentiel d'action des neurones, donc les signaux électriques. Mais dans certaines zones du cerveau, les potentiels d'action sont stimulés, ce qui peut expliquer pourquoi la consommation de cannabis provoque à la fois des effets calmants et à la fois des effets stimulants. Il n'existe pas de dose létale de THC avérée pour les humains, mais on estime que ce chiffre se situe à environ 1 g par kilogramme de poids corporel. Donc pour une personne de 60 kg, il faudrait ingérer 60 g de THC pour mourir. À titre de comparaison, la nicotine c'est seulement 60 mg par kilogramme. Donc le THC est environ 16 fois moins toxique que la nicotine. Voilà, ce sera tout pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Dans la description, vous trouverez différents articles que je vous invite à consulter pour une meilleure compréhension du sujet.